La lumière du matin glissait sur les coques blanches alignées dans la marina d'Antibes. L'air sentait le sel, le diesel et l'argent. Des dizaines de yachts se balançaient doucement dans leurs amarres, certains modestes, d'autres obscènes de luxe. Parmi eux, le Clémentine se dressait comme une insulte à la modestie. 28 mètres de teck birman, d'acier poli et de vitres teintées. Un bijou flottant qui valait plus que ce que la plupart des gens gagneraient en 10 vies. Théo Vasseur se tenait sur le ponton, les mains dans les poches de son pantalon blanc impeccable, le regard fixé sur son yacht comme s'il attendait qu'il lui parle. À 42 ans, il avait le visage de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment souffert. Mâchoire carrée, cheveux poivre et sel parfaitement coupés, une ride d'inquiétude entre les sourcils qui se creusaient ces dernières semaines. Il portait une chemise bleu marine dont les manches étaient roulées avec une désinvolture étudiée. Tout en lui respirait le contrôle, sauf ses yeux. Ses yeux trahissaient quelque chose de plus sombre, le doute. « Alors ?» demanda-t-il sans se retourner. Derrière lui, Laurent Drucker, l'ingénieur en chef de la marina, descendait la passerelle du Clémentine en essuyant ses mains grasses sur un chiffon. C'était un homme trapu dans la cinquantaine, avec des lunettes qui glissaient constamment sur son nez et une réputation de magicien des moteurs marins. Il secoua la tête avant même d'ouvrir la bouche. « Rien, monsieur Vasseur, absolument rien. » Théo ferma les yeux une seconde. « Drucker, vous êtes le 20e mécanicien à me dire ça. Le 20e. »« Je sais, monsieur. » Drucker rangea le chiffon dans sa poche, visiblement mal à l'aise. « J'ai vérifié tout ce que les autres ont vérifié. L'injection, l'allumage, la compression, les capteurs, les circuits. Techniquement, ce moteur devrait démarrer. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne démarre pas. Et pourtant, il ne démarre pas. Et pourtant, non. » Théo se passa une main sur le visage. La régate de Monaco était dans 10 jours. 10 jours pour prouver à son père qu'il pouvait gérer l'entreprise familiale, qu'il n'était pas juste un fils gâté qui avait hérité d'un nom. Le Clémentine devait naviguer. Il devait. « Combien vous dois-je » demanda-t-il d'une voix plate. « 3500. » Évidemment. Théo sortit son téléphone, fit le virement sans regarder. « Merci d'avoir essayé, Drucker. » L'ingénieur hocha la tête et s'éloigna, ses pas résonnant sur les planches du ponton. Théo resta seul, face au yacht qui refusait de lui obéir. Quelque part dans son esprit, une voix lui murmurait que c'était un signe, que peut-être il n'était pas fait pour ce monde, que peut-être son père avait raison de douter de lui. Il monta à bord. L'intérieur du Clémentine était un temple de luxe discret, boiserie claire, cuir beige, chrome mat. Tout était pensé pour impressionner sans être vulgaire, pour montrer le goût plutôt que l'argent, même si l'argent était partout. Théo traversa le salon principal, ses chaussures de pont ne faisant aucun bruit sur le tapis épais. Il pouvait sentir l'odeur du produit d'entretien, ce mélange d'agrumes et de cire qui signifiait qu'Inès était déjà passée. Inès Moreau. Il ne pensait jamais vraiment à elle, sauf quand il remarquait que le yacht était impeccable. Elle faisait partie du mobilier, au même titre que les coussins ou les verres en cristal. Une présence discrète, presque fantomatique. Il ne savait même pas depuis combien de temps elle travaillait pour lui. 1 an? 2? Elle avait été embauchée par le capitaine, comme tout le personnel d'entretien. Théo signait les chèques, mais il ne se souvenait pas avoir jamais vraiment regardé Inès dans les yeux. Il descendit dans la salle des machines. L'odeur changea immédiatement. Huile, métal, chaleur contenue. C'était l'antre du yacht, l'endroit où le luxe s'arrêtait et où la pure mécanique prenait le relais. Le moteur principal, un monstre de technologie allemande, occupait presque tout l'espace central. Théo s'approcha, posa une main sur le carter froid. 20 mécaniciens, 3 semaines, plus de 60 000 € en diagnostic, et rien. Il entendit un bruit au-dessus de lui, des pas légers. Quelqu'un nettoyait le pont arrière. Probablement Inès. Il pensa à remonter, puis se ravisa. À quoi bon? Il n'avait nulle part où aller. Rien à faire sinon attendre le prochain miracle qui ne viendrait pas. Inès Moreau portait des gants en caoutchouc jaune, un seau à la main, une serpillière sur l'épaule. Elle avait 34 ans, mais elle en paraissait 40. Pas à cause de rides ou de cheveux gris, elle n'en avait presque pas, mais à cause de quelque chose dans son regard, une fatigue qui venait de plus loin que le corps. Elle était mince, presque maigre, avec des cheveux châtains attachés en queue de cheval stricte. Son visage était anguleux, joli peut-être, si elle avait souri, mais elle ne souriait jamais.
Elle essuyait le pont arrière avec des gestes mécaniques, précis. Chaque mouvement était calculé pour maximiser l'efficacité, minimiser l'effort. Elle avait appris à être invisible, à occuper l'espace sans le marquer, à exister sans déranger. C'était devenu une seconde nature. En nettoyant, elle entendait les voix qui montaient du ponton. Théo Vasseur et l'ingénieur. Elle connaissait la chanson. Un autre diagnostic, un autre échec. Ça faisait 3 semaines qu'elle les écoutait, ces experts venus de Nice, de Marseille, même de Gênes, tous avec leurs mallettes d'outils sophistiqués, leurs tablettes numériques, leurs certitudes, et tous repartaient en secouant la tête. Inès avait arrêté de compter au 15e. Elle savait ce qui n'allait pas. Elle l'avait su dès la première panne, mais elle n'avait rien dit. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle était l'employée d'entretien. Personne ne lui demandait son avis sur les moteurs. Personne ne lui demandait rien d'ailleurs, sauf de faire en sorte que le yacht sente bon et brille. C'était très bien comme ça. Elle plongea la serpillière dans le seau, l'essora avec force. L'eau savonneuse dégoulina entre ses doigts gantés. Elle repensa à son père, comme elle le faisait 50 fois par jour sans le vouloir. « Michel Moreau » dit Mitch, le meilleur mécanicien naval de Bretagne. Les mains toujours noires de cambouis, le sourire toujours là, malgré les journées de 16 heures. Les moteurs, Inès, c'est comme les gens. Faut savoir les écouter. Ils te disent toujours ce qui ne va pas, si t'es assez patient pour entendre. Elle ferma les yeux une seconde, chassa le souvenir, continua à nettoyer. Théo remonta de la salle des machines une demi-heure plus tard. Il était presque midi. Le soleil tapait dur sur le pont, transformant le tech en plaque chauffante. Il vit Inès au loin, agenouillée près du bastingage, en train de polir une rambarde. Elle ne leva pas les yeux quand il passa. Elle ne levait jamais les yeux. « Inès », dit-il impulsivement. Elle s'arrêta, se tourna lentement vers lui, toujours agenouillée. Ses yeux étaient gris, presque transparents dans la lumière crue. Elle attendit qu'il parle sans expression. « Le yacht, il est impeccable. Merci. »« De rien, monsieur Vasseur. » Sa voix était basse, un peu rauque, comme si elle ne l'utilisait pas assez. Il réalisa qu'il ne se souvenait pas de l'avoir jamais entendu prononcer plus de 3 mots d'affilée. Il hocha la tête, embarrassé sans savoir pourquoi, et continua son chemin. Derrière lui, Inès reprit son polissage. Mais ses mains bougeaient plus lentement maintenant. Quelque chose s'était déplacé en elle, une petite fissure dans le mur qu'elle avait construit. Elle pensa, « Je pourrais lui dire, ça prendrait 2 minutes à réparer. » Puis elle pensa, « Non, ce n'est pas mon problème. Je ne suis plus cette personne. » Elle continua à polir. 2 jours passèrent. Théo essaya de contacter d'autres experts, mais la plupart avaient déjà été appelés. Ceux qui restaient étaient soit indisponibles, soit refusaient après avoir entendu parler de l'échec des 20 précédents. Le Clémentine était en train de devenir une légende urbaine dans le milieu. Le yacht maudit, le moteur impossible. Le père de Théo appela. « Alors ?» La voix d'Édouard Vasseur était sèche, tranchante comme toujours. 75 ans, 3 pontages coronariens, et toujours la même autorité brutale. Toujours rien, papa. Théo. La régate, c'est dans 8 jours. Je sais. Tu sais? Est-ce que tu te rends compte de ce que ça représente? Les marchands seront là. Les Devreaux. Tous nos clients, tous nos concurrents. Si le Clémentine ne navigue pas, on passe pour des incompétents. Je fais ce que je peux. Ce que tu peux n'est manifestement pas suffisant. Un silence. Tu veux que je vienne? L'estomac de Théo se contracta. Non, je vais trouver une solution. Tu as intérêt. Parce que si tu ne peux même pas gérer un yacht, comment veux-tu que je te confie l'entreprise? Clic. Son père avait raccroché. Théo resta assis dans le salon du yacht, le téléphone à la main, le regard perdu sur la mer qui scintillait derrière les vitres. Il sentait la panique monter, froide et visqueuse. Il avait toujours su que son père doutait de lui. Mais entendre cette vérité dite à voix haute, avec cette cruauté désinvolte, c'était différent. Il entendit la porte du pont s'ouvrir. Des pas légers, Inès avec son seau et ses produits. Elle entra dans le salon, le vit assis là, hésita une seconde. « Je peux revenir plus tard, monsieur. »« Non, non. Continuez. » Elle hocha la tête et commença à essuyer les surfaces vitrées. Théo la regarda travailler, vraiment la regarda pour la première fois. Elle était méthodique, précise.
Chaque geste avait un but, pas de mouvement inutile. Il y avait quelque chose d'apaisant dans cette efficacité silencieuse. « Ça fait combien de temps que vous travaillez ici, Inès ?» demanda-t-il soudain. Elle s'arrêta, surprise. « 2 ans, monsieur. 2 ans. » Il hocha la tête. « Et vous aimez ce travail ?» Elle le regarda comme si elle cherchait un piège dans la question. « Il paie mes factures. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Un silence. Elle reprit son nettoyage. « C'est un bon travail. Tranquille. »« Tranquille, » répéta-t-il. Il eut un petit rire amer. « Moi, j'aimerais bien un peu de tranquillité en ce moment. » Inès ne répondit pas. Elle continua à essuyer, mais Théo sentait qu'elle écoutait. « Vous avez entendu parler du moteur, j'imagine » continua-t-il sans vraiment savoir pourquoi il parlait. Peut-être parce qu'elle était là, neutre, sans jugement. 20 mécaniciens, 20, et aucun ne sait ce qui ne va pas. C'est presque impressionnant, non ? Inès posa son chiffon, se tourna vers lui. Son visage n'exprimait rien, mais ses yeux avaient quelque chose de différent. Une intensité nouvelle. « Valve d'injection numéro 3, dit-elle d'une voix calme. Elle est mal calibrée. Probablement un décalage de 2 mm, pas plus. Ça bloque tout le système sans déclencher d'alerte diagnostique. » Théo la fixa. « Quoi ? Le moteur, » répéta-t-elle comme si c'était évident. « C'est la valve d'injection numéro 3. Je peux la réparer en 40 minutes. » Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Théo se leva lentement, comme si un mouvement brusque risquait de briser quelque chose. « Vous savez réparer les moteurs ?» Inès le regarda droit dans les yeux. Pour la première fois en 2 ans, elle ne baissa pas le regard. « Oui, » dit-elle simplement. « Je sais. » Théo resta debout, immobile, comme si le monde venait de basculer sur un axe qu'il ne connaissait pas. Autour de lui, le salon du Clémentine semblait soudain irréel. Les boiseries luxueuses, les coussins de cuir, la lumière dorée qui filtrait à travers les vitres. Tout ça paraissait appartenir à une autre dimension. Une dimension où les employés d'entretien ne disaient pas des choses comme « valve d'injection numéro 3 », avec l'assurance tranquille d'un ingénieur chevronné. Il ouvrit la bouche, la referma, chercha ses mots. « Vous » commença-t-il puis s'arrêta. « Comment » Inès n'avait pas bougé. Elle se tenait là, son chiffon jaune à la main, son seau à ses pieds. Son visage était toujours aussi neutre, mais quelque chose avait changé dans son regard. Quelque chose s'était ouvert, une porte qu'elle avait gardée fermée pendant 2 ans. Et maintenant qu'elle était entr'ouverte, Théo pouvait voir ce qu'il y avait derrière, une profondeur qu'il n'avait jamais soupçonnée. « Comment je sais ça ?» termina-t-elle pour lui. « Oui, non, je veux dire… » Théo se passa une main dans les cheveux. « Vous êtes sérieuse ? Vous pouvez vraiment réparer ce moteur ? » « Oui, en 40 minutes. Peut-être moins. » Théo la fixa encore quelques secondes, cherchant un signe de plaisanterie, d'ironie, n'importe quoi qui rendrait cette situation moins absurde. Mais Inès ne plaisantait pas. Elle attendait, patiente, comme si elle venait de proposer de nettoyer une autre vitre. 20 mécaniciens, dit Théo lentement. 20 des meilleurs experts de la Côte d'Azur. Des gens avec des diplômes, des décennies d'expérience, des outils à 10 000 €. Et vous me dites que vous pouvez résoudre un problème qu'aucun d'entre eux n'a même identifié ? Oui. Pourquoi ? La question flotta entre eux. Inès inclina légèrement la tête. Pourquoi je peux le réparer ? Ou pourquoi je ne l'ai pas dit plus tôt ? Les deux. Inès posa son chiffon dans le seau avec un soin méticuleux. Elle croisa les bras, un geste de protection, puis sembla y renoncer, et les laissa retomber le long de son corps. « Je peux le réparer parce que j'ai été formée pour ça », dit-elle d'une voix égale. « Et je ne l'ai pas dit parce que ce n'est pas mon travail. Je suis employée d'entretien, pas mécanicienne. » « Formée ?» Théo fit un pas vers elle. « Formée où ? Par qui ?» Inès hésita. Il vit le conflit sur son visage, bref mais intense, comme si chaque mot qu'elle s'apprêtait à prononcer lui coûtait quelque chose. « Mon père », dit-elle finalement. Il était mécanicien naval. À Brest. Brest ? Théo essaya de digérer l'information. Et il vous a… formé ? Depuis que j'avais 6 ans. Un fantôme de sourire passa sur ses lèvres, si rapide que Théo se demanda s'il l'avait imaginé. Je savais démonter un carburateur avant de savoir faire du vélo. Théo s'assit lentement sur la coudoir du canapé. Son cerveau tournait à plein régime,
essayant de reconfigurer tout ce qu'il croyait savoir sur cette femme qu'il avait ignorée pendant 2 ans. « Pourquoi vous ne travaillez pas comme mécanicienne, alors ?» demanda-t-il. « Pourquoi ?» Il fit un geste englobant le seau, les gants, l'uniforme simple. « Pourquoi ça ?» Le visage d'Inès se ferma immédiatement, comme une porte qu'on claque. « C'est personnel. Théo s'arrêta, réalisant qu'il était en train de franchir une ligne. Mais la curiosité était plus forte que les conventions. « Écoutez, Inès, je ne veux pas être indiscret, mais vous venez de me dire que vous pouvez résoudre un problème qui me coûte des dizaines de milliers d'euros et qui risque de détruire ma réputation. Vous comprenez que j'ai du mal à simplement accepter ça sans poser de questions ?» Inès le regarda longuement. Ses yeux gris étaient calmes, mais il y avait quelque chose de dur en dessous, comme de la pierre sous l'eau. « Vous voulez que je répare le moteur ou que je vous raconte ma vie ?» La question était posée sans agressivité, juste avec une clarté brutale. Théo cligna des yeux. « Les deux ? Non. » Inès ramassa son seau. « Choisissez. » Théo la regarda. Il aurait dû dire « le moteur, évidemment ». Il aurait dû être pragmatique, focalisé sur le problème immédiat. Mais quelque chose en lui refusait de laisser passer cette opportunité de comprendre. Qui était cette femme ? Comment avait-elle pu rester invisible pendant 2 ans, alors qu'elle possédait des compétences que des experts n'avaient pas ? « D'accord, » dit-il finalement. « Réparer le moteur. Mais ensuite, on parle. » Inès hocha la tête. « D'accord. » Elle posa le seau, retira ses gants jaunes et les plia soigneusement. Puis elle regarda Théo droit dans les yeux. « Je vais avoir besoin de la clé de la salle des machines et d'un peu d'espace. » Théo la suivit dans les entrailles du yacht, incapable de rester en haut. Il devait voir. Il devait comprendre. Inès descendit l'escalier métallique qui menait à la salle des machines avec une assurance qu'il ne lui avait jamais vue. Là-haut, sur le pont, elle était effacée, courbée, invisible. Ici, dans cet espace confiné qui sentait l'huile et le métal chaud, elle se redressait. Ses épaules s'élargissaient, ses mouvements devenaient fluides, précis. Elle s'approcha du moteur principal, ce monstre de technologie allemande qui avait résisté à 20 diagnostics. Elle posa une main dessus, presque tendrement, comme on toucherait un animal blessé. « Il faut que je retire le capot du système d'injection », dit-elle sans le regarder. « Vous avez une caisse à outils ici ? » Dans le placard, là-bas. Théo indiqua un meuble métallique dans le coin. Drucker l'a laissé. Inès ouvrit le placard, examina les outils disposés avec un ordre maniaque. Elle choisit une clé Allen, un tournevis cruciforme, un jeu de douille. Ses mains bougeaient avec la certitude de quelqu'un qui a fait ces gestes 1000 fois. Théo s'adossa contre la cloison, les bras croisés et la regarda travailler. Elle commença par retirer les vis qui maintenaient le capot de protection. Ses doigts étaient agiles, rapides. Pas de gestes hésitants, pas de consultation de manuel. Elle savait exactement où chaque pièce se trouvait, dans quel ordre les démonter, quelle force appliquer. « Vous avez déjà travaillé sur ce modèle de moteur ?» demanda Théo. « Non. » Inès dévissa la dernière vis, posa le capot sur le sol avec précaution. Mais tous les moteurs marins fonctionnent sur les mêmes principes. Marques différentes, configurations différentes, mais la logique est la même. Elle se pencha sur le système d'injection maintenant exposé, un entrelac de tubes métalliques, de capteurs et de valves. Ses yeux scannaient chaque détail avec une concentration intense. « Là », murmura-t-elle. « Vous voyez ?» Théo s'approcha, se pencha à côté d'elle. « Voir quoi ?» La valve 3. Elle pointa du doigt une petite pièce au milieu du système. Elle est légèrement décalée. Regardez l'angle par rapport à la valve 2. Vous voyez la différence ? Théo plissa les yeux. Honnêtement, il ne voyait rien. Toutes les valves lui paraissaient identiques, alignées comme des soldats de métal. Non. 2 mm, dit Inès. C'est infime. Aucun diagnostic électronique ne peut le détecter parce que techniquement la valve fonctionne. Elle s'ouvre, elle se ferme. Mais l'angle de calibration est mauvais, ce qui crée une micro-perturbation dans le flux de carburant. Sur 10 cycles, ça passe. Sur 100, ça se cumule. Et au bout de quelques semaines, le système refuse de démarrer parce qu'il y a trop de variables contradictoires. Elle parlait avec une assurance tranquille, presque professorale. Théo la regardait, fasciné malgré lui.
Comment vous savez tout ça juste en regardant? Inès se redressa, chercha une douille spécifique dans la caisse à outils. L'expérience et l'habitude d'écouter. Écouter? Les moteurs, ils parlent. Elle revint vers le système d'injection, commença à desserrer la valve problématique. Ils vibrent différemment quand quelque chose ne va pas. Ils chauffent à des endroits inhabituels. Ils sentent différent. Mon père disait toujours qu'un bon mécanicien utilise ses 5 sens, pas juste ses yeux. Théo hocha lentement la tête. Il regarda Inès travailler, ses mains couvertes maintenant d'une fine couche de graisse, ses doigts tournant la douille avec une précision chirurgicale. Il y avait quelque chose de presque hypnotique dans ses mouvements. Une grâce fonctionnelle qui contrastait violemment avec l'image qu'il avait eue d'elle jusqu'à maintenant. « Votre père », dit-il doucement. « Il vous a bien appris. » Les mains d'Inès se figèrent une seconde. Juste une seconde. Puis elle reprit son travail. « Oui, il m'a bien appris. » Le silence retomba, seulement rompu par le cliquetis métallique des outils. Théo voulait poser 1000 questions, mais il sentait qu'il devait attendre. Qu'il y avait une histoire là, une histoire douloureuse, et qu'elle ne se raconterait pas sous la pression. Inès retira la valve défectueuse, l'examina sous la lumière crue des néons. Elle fronça les sourcils. « Quelqu'un a essayé de la régler, dit-elle. Récemment. Vous voyez les traces? Là, sur le filetage. » Théo se pencha. Effectivement, il y avait de légères éraflures sur le métal. « Drucker, probablement, dit-il. Ou un des autres. Ils ont empiré les choses. » Inès secoua la tête. Ils ont tourné dans le mauvais sens. Au lieu de recalibrer, ils ont désaligné encore plus. Fantastique. Théo soupira. 60 000 € pour aggraver le problème. Il ne savait pas. La voix d'Inès était dénuée de jugement. C'est facile de mal interpréter quand on ne connaît pas l'historique du moteur. Chaque moteur a sa personnalité, ses particularités. Ce Clémentine, par exemple, il a été modifié, non? Théo cligna des yeux. Comment vous... Oui, il y a 3 ans, on a changé le système de refroidissement. Et ça a probablement changé certaines tolérances mécaniques. Inès manipulait maintenant la valve avec une pince fine, ajustant l'angle avec des micro-mouvements. Tous ces experts, ils viennent avec leurs diagnostics standardisés, leurs protocoles universels. Mais un yacht comme celui-ci, c'est unique. Il a vécu, il a été modifié, réparé, adapté. Faut connaître son histoire pour le comprendre. Elle parlait du yacht comme d'un être vivant. Théo trouvait ça étrange et bizarrement émouvant. Et vous? Vous connaissez son histoire? J'ai nettoyé chaque centimètre de ce bateau pendant 2 ans. Inès ne levait pas les yeux de son travail. J'ai vu les traces des modifications, les soudures neuves, les pièces remplacées. J'ai écouté le moteur tourner 100 fois. Oui, je connais son histoire. Elle repositionna la valve dans son logement, commença à la resserrer avec une précision minutieuse. Ses doigts tournaient la douille par quart de tour, s'arrêtant régulièrement pour vérifier l'angle. Là, murmura-t-elle après quelques minutes. C'est bon. Elle remonta le capot de protection, revissa chaque vis dans l'ordre inverse du démontage. Puis elle se releva, s'essuya les mains sur un chiffon qui traînait sur un établi. « Essayez de démarrer », dit-elle à Théo. Théo la regarda, incrédule. « Maintenant ?» Oui. Il se dirigea vers le panneau de contrôle, presque en transe. Son doigt hésita au-dessus du bouton de démarrage. Il avait appuyé sur ce bouton des dizaines de fois ces 3 dernières semaines, toujours avec le même résultat. Un clic mort, un silence moqueur. Il appuya. Le moteur toussa, hésita une seconde, puis rugit à la vie. Le son était magnifique, puissant, régulier. Les vibrations traversèrent la coque, faisant trembler le sol sous leurs pieds. Théo regardait les jauges s'allumer une à une. Pression d'huile normale, température stable, régime constant. Tout était vert, tout fonctionnait. Il se tourna vers Inès, bouche bée. Elle était adossée contre le moteur qui ronronnait maintenant avec satisfaction, les bras croisés, une expression indéchiffrable sur le visage. Mais ses yeux brillaient. Pas de triomphe, pas de fierté. Juste quelque chose de plus profond. Un soulagement peut-être, ou un souvenir. 37 minutes, dit-elle en regardant sa montre. Je vous avais dit 40. Théo ne savait pas quoi dire. Il resta là, debout au milieu de la salle des machines,
à écouter le moteur qu'il avait cru perdu à jamais chanter sa chanson mécanique. Puis, sans vraiment réfléchir, il éclata de rire. C'était un rire de soulagement, d'incrédulité, de pure joie. Il riait, et il ne pouvait plus s'arrêter. Inès le regardait avec une expression perplexe, presque inquiète comme si elle pensait qu'il avait perdu la tête. « Vous l'avez fait », dit-il quand il réussit enfin à reprendre son souffle. « Vous l'avez vraiment fait. 20 experts, 3 semaines. Et vous ?» Il secoua la tête. « Mon Dieu, qui êtes-vous » Le sourire d'Inès s'évanouit. Elle détourna le regard. Quelqu'un qui devrait remonter finir son travail. Quoi ? Non. Théo fit un pas vers elle. Non, attendez. On avait un accord. Vous réparez le moteur et ensuite on parle. J'ai réparé le moteur. Et maintenant, on parle. Inès le regarda longuement. Il vit le conflit sur son visage, la tentation de fuir contre quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de la fatigue. La fatigue de porter un secret trop lourd pendant trop longtemps. « Pas ici », dit-elle finalement. « Pas dans la salle des machines. »« Où alors ?» Elle hésita. « Sur le pont, dans 1 heure. J'ai besoin de me nettoyer d'abord. » Théo hocha la tête. « D'accord, 1 heure. » Inès ramassa la caisse à outils, la rangea méticuleusement dans le placard, puis elle se dirigea vers l'escalier. Avant de monter, elle se retourna. « Monsieur Vasseur ?»« Oui ?»« Ce que je vais vous raconter. » Elle chercha ses mots. « C'est pas juste une histoire. C'est la raison pour laquelle je suis ici. La raison pour laquelle je ne voulais plus jamais toucher un moteur. Vous comprenez ?» Théo sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je comprends. Alors soyez prêts à entendre quelque chose de difficile. » Elle monta l'escalier sans attendre de réponse, ses pas résonnant dans l'espace métallique. Théo resta seul avec le moteur qui ronronnait, sentant que sa vie venait de prendre un tournant qu'il ne comprenait pas encore. 1 heure plus tard, Théo était assis sur le pont arrière du Clémentine, 2 tasses de café posées sur la table basse en teck. Le soleil commençait à décliner, jetant une lumière dorée sur la marina. Les autres yachts se balançaient doucement dans leurs amarres, leurs propriétaires invisibles, probablement en train de dîner dans les restaurants chics du front de mer. Il entendit des pas. Inès apparut, transformée. Elle avait changé son uniforme de travail pour un jean propre et un pull gris simple. Ses cheveux étaient détachés, tombant sur ses épaules en vagues souples. Sans ses gants et son seau, elle paraissait différente, plus jeune, plus vulnérable. Elle s'assit en face de lui sans un mot, prit la tasse de café qu'il lui tendait. « Merci », murmura-t-elle. Ils restèrent silencieux un moment, buvant leur café, regardant le soleil descendre. Théo ne voulait pas presser. Il sentait qu'Inès avait besoin de ce silence pour rassembler son courage. Finalement, elle posa sa tasse. « Mon père s'appelait Michel Moreau », commença-t-elle d'une voix basse. Tout le monde l'appelait Mitch. Il était mécanicien naval à Brest, dans les chantiers de l'Atlantique. Le meilleur selon beaucoup de gens. Il pouvait réparer n'importe quoi. Des chalutiers, des voiliers de course, des paquebots. Il avait un don. Théo écoutait, immobile. Ma mère est morte quand j'avais 4 ans. Cancer. Après ça, c'était juste lui et moi. Il ne s'est jamais remarié. Disait qu'il avait déjà tout l'amour dont il avait besoin. Un sourire triste passa sur ses lèvres. Il m'emmenait partout avec lui. Dans les chantiers, sur les bateaux, dans les ateliers. À 6 ans, je savais identifier un moteur diesel juste au son. À 10 ans, je pouvais démonter un carburateur les yeux fermés. Il voulait que vous deveniez mécanicienne. Non. Inès secoua la tête. Il voulait que je fasse ce qui me rendait heureuse. Mais il se trouve que ce qui me rendait heureuse, c'était être avec lui, les mains dans le cambouis, à comprendre comment les choses fonctionnent. Elle but une gorgée de café, les yeux perdus dans le lointain. À 18 ans, j'ai intégré une école d'ingénierie navale à Nantes. Les meilleurs résultats de ma promotion. Mon père était tellement fier. Sa voix se brisa légèrement. Il conduisait 2 heures pour venir me voir chaque week-end. On parlait de projets, de moteurs qu'on construirait ensemble un jour. Il avait des rêves pour moi. Des grands rêves. Théo sentait venir quelque chose de sombre, quelque chose qui allait tout expliquer. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il doucement. Inès ferma les yeux. J'avais 20 ans. J'étais en 2e année. Un jour, j'ai reçu un appel. Mon père travaillait sur un gros contrat pour une entreprise de construction navale, Duvernay Industries.
Il rénovait un cargo et il y avait eu. Elle s'arrêta, respira profondément. Une explosion. Dans la salle des machines. Mon Dieu, il n'est pas mort tout de suite. Les mots sortaient maintenant comme s'ils avaient été retenus trop longtemps, comme un barrage qui cède. Il a tenu 3 jours à l'hôpital, des brûlures sur 70% du corps. J'étais là à côté de lui et je ne pouvais rien faire. Moi qui savais tout réparer, je ne pouvais pas le réparer, lui. Théo sentit sa gorge se serrer. Inès, ce n'était pas un accident. Sa voix était devenue dure, métallique. L'enquête a montré que Duvernay avait utilisé des pièces défectueuses, des pièces qu'il savait défectueuses, pour économiser de l'argent. Des valves de pression qui ne respectaient pas les normes de sécurité. Mon père avait signalé le problème 2 fois. Ils l'ont ignoré. Ils lui ont dit de faire son travail et de se taire. Ils ont été poursuivis. Inès eut un rire amer. Duvernay Industries est une entreprise puissante. Très puissante. Ils ont des avocats, des relations, de l'argent. Beaucoup d'argent. L'affaire a été étouffée. Ils ont payé une amende ridicule, versé une compensation aux familles. Mon père est devenu une statistique. Un accident du travail regrettable. Elle se tut, les mâchoires serrées. Théo voyait la douleur sur son visage brute et profonde. Après sa mort, je ne pouvais plus. Inès regarda ses mains qui avaient réparé le moteur quelques heures plus tôt. Chaque fois que je voyais un moteur, je pensais à lui. Chaque fois que je touchais un outil, je sentais son absence. J'ai abandonné l'école. J'ai quitté Brest. Je suis parti vers le sud, aussi loin que possible de tout ce qui me rappelait lui. Les bateaux, les chantiers. Et vous avez fini ici? J'ai fini ici. Elle leva les yeux vers lui. À nettoyer des yachts de luxe, à être invisible. C'était plus facile comme ça. Personne ne pose de questions à une femme de ménage. Personne ne s'attend à ce qu'elle soit quelqu'un d'autre. Théo resta silencieux un long moment, essayant de digérer tout ce qu'il venait d'entendre. Il regardait cette femme assise en face de lui, cette femme qu'il avait ignorée pendant 2 ans, et il réalisait à quel point il avait été aveugle. « Je suis désolé », dit-il finalement. « Pour votre père, pour tout. » Inès haussa les épaules. « Ce n'est pas votre faute. »« Non, mais… » Théo hésita. « Mais je comprends pourquoi vous n'avez rien dit. Pourquoi vous ne vouliez pas toucher au moteur. Aujourd'hui, quand je vous ai entendu parler avec votre père au téléphone… » Inès détourna le regard. « J'ai entendu le désespoir dans votre voix. Et ça m'a rappelé comment c'était d'avoir quelqu'un qui attend quelque chose de vous. Quelqu'un dont vous voulez être fier. Vous ne me connaissez pas. Non, mais je connais ce sentiment. Et je me suis dit que… » Elle chercha ses mots. Que peut-être mon père aurait voulu que j'aide. Qu'il n'aurait pas aimé que je laisse mes compétences mourir avec lui. Théo sentit quelque chose se briser en lui. Quelque chose qu'il ne savait même pas être tendu. Il regarda Inès, vraiment la regarda, et pour la première fois, il vit non pas une employée, mais une personne. Une personne avec une histoire, une douleur, un courage immense. « Inès, » dit-il lentement, « je veux vous offrir un poste, pas comme employée d'entretien, comme mécanicienne officielle du Clémentine. » Elle le regarda surprise. « Quoi ? Vous avez fait en 40 minutes ce que 20 experts n'ont pas pu faire en 3 semaines. Vous connaissez ce yacht mieux que quiconque. » Et franchement, il eut un petit sourire. « Je serais stupide de vous laisser partir. » Inès secoua la tête. « Non, je ne peux pas. » Pourquoi ? Parce que… Elle se leva brusquement, marcha jusqu'au bastingage. Parce que si je recommence, si je me remets à faire ça, je vais me souvenir. Chaque jour, je vais me souvenir de lui, de ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai perdu. Théo se leva aussi, s'approcha d'elle. « Et si vous continuez à nettoyer des ponts, vous allez oublier ? » Non. Sa voix était à peine un murmure. « Non, je n'oublierai jamais. Mais au moins, je peux faire semblant. » « C'est ça que vous voulez ? Faire semblant ?» Inès le regarda, les yeux brillants. « Je ne sais pas ce que je veux. » Théo posa une main sur le bastingage, à quelques centimètres de la sienne. « Moi non plus, la plupart du temps. Mais aujourd'hui, dans la salle des machines, quand vous avez réparé ce moteur, vous aviez l'air vivante. Pour la première fois depuis que je vous connais, vous aviez l'air vraiment vivante. » Inès ferma les yeux. Une larme roula sur sa joue, qu'elle essuya rapidement d'un geste rageur. « Ce n'est pas si simple. Rien n'est simple. » Théo soupira. «
Écoutez, je ne vais pas vous forcer, mais l'offre tient. Réfléchissez-y. Prenez votre temps. Et en attendant, il eut un sourire hésitant. Vous pourriez peut-être continuer à travailler ici, comme avant. Mais si vous voyez quelque chose qui ne va pas, mécaniquement parlant, vous me le dites. Juste me le dire. Pas besoin de réparer. Juste, ne me laissez pas payer 60 000 € pour rien. Malgré elle, Inès laissa échapper un petit rire. C'était un son étrange, rouillé, comme si elle ne l'avait pas utilisé depuis longtemps. « D'accord, » dit-elle, « je peux faire ça. » « Bien. » Théo lui tendit la main. « Marché conclu ?» Inès regarda sa main un moment, puis la serra. Sa poignée était ferme, calleuse, la main de quelqu'un qui a travaillé dur toute sa vie. Marché conclu. Ils restèrent là, sur le pont du Clémentine, alors que le soleil finissait de se coucher sur Antibes. Autour d'eux, la marina s'illuminait de 1000 feux, les yachts brillant comme des bijoux dans la nuit tombante. Et pour la première fois en 2 ans, Inès Moreau ne se sentait pas tout à fait invisible. Les jours suivants apportèrent un changement subtil mais perceptible dans la dynamique du Clémentine. Théo avait décidé de tester le yacht avant la régate, et il fallait préparer une sortie en mer. L'équipage permanent, le capitaine Arnaud Lezage, un homme de 55 ans au visage buriné par le sel, 2 matelots, Jules et Thomas, et la cuisinière Margot, avaient été convoqués pour une réunion. Théo les rassembla dans le salon principal. Inès était là aussi, debout légèrement en retrait, comme d'habitude. Mais cette fois, Théo ne la laissa pas rester dans l'ombre. « Avant de commencer, » dit-il en regardant son équipage, « je veux vous présenter quelqu'un. Vous connaissez tous Inès, bien sûr, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est la personne qui a réparé notre moteur. » Le silence tomba. Lezage fronça les sourcils. Jules et Thomas échangèrent un regard incrédule. Margot, une femme ronde dans la soixantaine avec des cheveux gris bouclés, ouvrit de grands yeux. « Inès ?» dit Lezage. « Notre Inès, la même. » Théo croisa les bras. Elle a identifié et résolu en moins d'1 heure un problème que 20 experts n'ont pas pu résoudre en 3 semaines. Comment ? Thomas, le plus jeune des matelots, avait l'air complètement perdu. Mais elle est mécanicienne, compléta Théo, formée en ingénierie navale, et apparemment beaucoup plus compétente que tous les gens à qui j'ai donné des fortunes ces dernières semaines. Inès sentait tous les regards sur elle. Elle avait envie de disparaître, de fuir, mais les mots de Théo la retenaient là, exposée. Margot fut la première à réagir. Elle se leva, s'approcha d'Inès et la serra dans ses bras. « Ma petite », dit-elle avec son accent marseillais prononcé. « Pourquoi tu ne nous as rien dit ?» Inès, surprise par l'étreinte, ne sut pas quoi répondre. « C'est compliqué », marmonna-t-elle. « Compliqué ou pas », dit Lezage en se levant à son tour. « Si tu as sauvé ce bateau, alors tu as toute ma reconnaissance. » Il lui tendit la main. « Merci. » Inès serra sa main, émue malgré elle. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle s'était isolée, à quel point elle avait construit des murs entre elle et le monde. Et maintenant, ces murs commençaient à se fissurer. « Pour la sortie d'essai demain, continua Théo, j'aimerais qu'Inès soit présente dans la salle des machines. Juste au cas où. » Bonne idée, approuva Lezage. On ne sait jamais ce qui peut arriver en mer. Le lendemain matin, le Clémentine quitta la marina sous un ciel parfaitement bleu. L'air était frais, vivifiant, chargé du parfum de la Méditerranée. Inès était en bas, dans la salle des machines, écoutant le ronronnement régulier du moteur qu'elle avait ressuscité. Elle portait une combinaison de travail prêtée par Jules, trop grande pour elle, les manches retroussées. Elle posa une main sur le moteur, sentant les vibrations traverser ses paumes. C'était étrange cette sensation, familière et douloureuse à la fois, comme retrouver un vieil ami qu'on avait trahi en l'abandonnant. « Ça va là-dessous ?» La voix de Théo descendit de l'interphone. Inès appuya sur le bouton de réponse. « Tout est parfait. Température stable, pression normale. On peut pousser un peu si vous voulez. » « Parfait. » Le moteur monta en régime. Le yacht accéléra, fendant les vagues avec une grâce puissante. Inès sentait chaque nuance dans le fonctionnement du moteur, chaque légère variation. C'était comme écouter une symphonie qu'elle seule pouvait entendre. Après 1 heure en mer, Théo descendit la rejoindre. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Impeccable. » Inès vérifia une dernière jauge.
Ce moteur est en meilleure forme qu'il ne l'a probablement jamais été. Grâce à vous. Inès ne répondit pas. Elle s'assit sur un petit banc métallique, essuya la sueur sur son front. Théo s'adossa contre la cloison, la regardant. « Vous savez, dit-il, j'ai appelé mon père hier soir. Je lui ai dit que le moteur était réparé. Et il a demandé qui l'avait fait. Théo eut un petit sourire. J'ai dit la vérité, que c'était l'employé d'entretien. Il a cru que je plaisantais. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que je ne plaisantais pas. Qu'on avait une mécanicienne géniale sous notre nez depuis 2 ans et qu'on était trop aveugle pour le voir. Il marqua une pause. Il a ri. Puis il m'a dit quelque chose d'intéressant. Quoi? Il a dit, parfois, les meilleures choses sont celles qu'on ne cherche pas. Théo croisa les bras. Venant de lui, c'est presque philosophique. Inès sourit malgré elle. Votre père a l'air intense. C'est un mot gentil. Théo soupira. Il a bâti cette entreprise avec ses mains, à partir de rien. Il est dur, exigeant, parfois cruel. Mais il a raison sur une chose. Dans ce monde, il faut savoir reconnaître le talent quand on le voit. Il la regarda directement. Et vous avez du talent, Inès. Un talent immense. Ce serait un gâchis de le laisser mourir dans un seau de nettoyage. Inès détourna le regard. Je ne sais pas si je peux... Je ne vous demande pas de décider aujourd'hui. Théo se redressa. Mais réfléchissez-y. Vraiment. Parce que moi, je vois quelqu'un qui a un don. Et je pense que votre père aurait voulu que vous l'utilisiez. Il sortit de la salle des machines, la laissant seule avec le moteur et ses pensées. Inès resta là un long moment, écoutant le rythme mécanique qui emplissait l'espace. Elle pensa à son père, à ses mains couvertes de cambouis, à son sourire quand elle réussissait une réparation difficile. Elle pensa à tous ses rêves qu'ils avaient partagés, tous ces projets qu'ils ne réaliseraient jamais ensemble. Et pour la première fois en 14 ans, elle se demanda si elle pourrait peut-être, un jour, retrouver ce qui avait été perdu. Pas son père. Ça, jamais. Mais peut-être une partie d'elle-même. La régate de Monaco approchait à grands pas. Le Clémentine était prêt, son moteur ronronnant comme jamais auparavant. Mais l'atmosphère à bord avait changé d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Inès n'était plus invisible. Les membres de l'équipage la saluaient maintenant, lui posaient des questions, sollicitaient son avis. Et elle, malgré tous ces murs, commençait à répondre. C'était un mardi matin, 6 jours avant la régate, quand tout bascula pour la 2e fois. Théo était dans son bureau à terre, à Antibes, un petit espace élégant au dernier étage d'un immeuble qui donnait sur le port. Les murs étaient couverts de photos de yachts, de trophées de régates anciennes, de certificats encadrés. Sur son bureau en bois massif s'empilaient des dossiers, des factures, des contrats en attente de signature. Il était au téléphone avec un fournisseur quand Margot déboula sans frapper, le visage livide. « Monsieur Vasseur, dit-elle d'une voix tremblante, il faut que vous veniez. Tout de suite. » Théo raccrocha immédiatement. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? » « C'est Inès, elle. » Margot chercha ses mots, les mains tremblantes. « Elle est dans la salle des machines. Elle a trouvé quelque chose. Et elle refuse de sortir. Elle dit qu'il faut que vous veniez. Maintenant. » Le ton de Margot n'admettait aucune discussion. Théo attrapa sa veste et la suivit en courant vers le port. Son esprit tournait à 100 à l'heure. Qu'est-ce qu'Inès avait pu trouver? Un autre problème mécanique? Mais pourquoi refusait-elle de sortir? Quand il monta à bord du Clémentine, il trouva Lesage et les 2 matelots sur le pont, l'air inquiet. Le capitaine se tourna vers lui. « Elle est en bas depuis 2 heures, dit-il. Elle ne répond presque plus à l'interphone. La dernière chose qu'elle a dite, c'est qu'elle devait vérifier quelque chose, qu'il y avait une anomalie. » Une anomalie? Théo fronça les sourcils. Quel genre d'anomalie? Elle n'a pas voulu le dire. Elle a juste répété qu'il fallait que vous descendiez. Théo prit une grande inspiration et descendit l'escalier métallique qui menait aux entrailles du yacht. L'odeur familière d'huile et de métal l'accueillit. La salle des machines était éclairée par les néons crus, et au milieu, accroupie près du moteur principal, il y avait Inès. Elle avait démonté une partie du système de refroidissement. Des tuyaux et des valves étaient reposés méthodiquement sur le sol autour d'elle. Ses mains étaient noires de graisse, son visage concentré presque féroce. Elle ne leva pas les yeux quand Théo entra. « Inès, dit-il doucement,
Qu'est-ce qui se passe? Elle se redressa lentement, se tourna vers lui. Son regard était étrange, un mélange de colère froide et de quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Vous connaissez l'historique complet de ce yacht ?» demanda-t-elle sans préambule. Théo cligna des yeux, déstabilisé par la question. « Oui. Enfin, la plupart. Pourquoi? Qui a fourni les pièces pour la modification du système de refroidissement? Il y a 3 ans. Théo chercha dans sa mémoire. Je ne sais pas. Mon père s'occupait de ça à l'époque. Pourquoi? Inès se pencha, ramassa une petite pièce métallique qu'elle avait retirée du système. C'était une valve, pas plus grande qu'un poing, avec des inscriptions gravées sur le côté. Elle la tendit à Théo. Regardez le logo. Théo prit la valve, l'examina. Dans la lumière crue des néons, il distingua les lettres gravées dans le métal. DI. En dessous, en plus petit, Duvernay Industries. Son sang se glaça. Duvernay, murmura-t-il. Duvernay Industries, répéta Inès d'une voix dure. L'entreprise qui a tué mon père. L'entreprise qui utilise des pièces défectueuses pour économiser de l'argent. Et ces pièces sont dans votre yacht, monsieur Vasseur, dans ce système de refroidissement que quelqu'un a fait installer il y a 3 ans. Théo la regarda, puis regarda la valve dans sa main. Son esprit refusait de connecter les points, de comprendre ce que cela signifiait. « Ce n'est pas possible », dit-il faiblement. « Mon père, il ne ferait jamais affaire avec une entreprise dangereuse. » « Vraiment ?» Le ton d'Inès était mordant, parce que cette valve porte leur logo. Et elle n'est pas seule, j'ai vérifié. La moitié du système de refroidissement vient de chez eux. Des pièces qui, soit dit en passant, ne respectent pas les normes de sécurité européennes. Je les reconnais. Ce sont exactement les mêmes que celles qui ont explosé sur le cargo où mon père travaillait. Théo secoua la tête. Non. Non, il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Inès croisa les bras, ses yeux gris fixés sur lui avec une intensité brûlante. Votre famille fait affaire avec Duvernay Industries. Vous leur achetez des pièces défectueuses, des pièces qui ont tué mon père. Le silence qui suivit était assourdissant. Théo sentait le sol se dérober sous ses pieds. Il regarda la valve dans sa main, comme si c'était un serpent venimeux. « Je ne savais pas », dit-il finalement, sa voix à peine audible. « Je vous jure, Inès, je ne savais pas. Mais votre père, lui, savait. » Inès fit un pas vers lui. « Parce que je viens de vérifier les archives en ligne. Duvernay Industries. Vous savez qui était l'un de leurs principaux actionnaires il y a 15 ans? Édouard Vasseur, votre père. » Théo sentit son estomac se retourner. « Quoi? 30% des parts. » La voix d'Inès tremblait maintenant, mais elle continuait, implacable. « Il a vendu sa participation 2 ans après la mort de mon père. Probablement quand l'affaire est devenue trop sale pour être associée publiquement. Mais il était là. Il était complice. » Théo laissa tomber la valve. Elle résonna sur le sol métallique avec un bruit métallique qui sembla résonner indéfiniment. Je ne... Il ne trouvait pas ses mots. Sa tête tournait. Mon père ne m'a jamais parlé de ça. C'est parce qu'il savait. Inès avait les larmes aux yeux maintenant, mais sa voix restait ferme. Il savait ce que Duvernay faisait. Il savait qu'ils utilisaient des pièces dangereuses. Et il a continué à prendre leur argent. Il a continué à leur acheter des pièces, même après la mort de mon père, même après l'enquête. Théo s'adossa contre la cloison, ses jambes menaçant de céder. Il regardait Inès, cette femme qui avait sauvé son yacht, qui commençait à peine à s'ouvrir après des années de douleur, et il réalisait l'ampleur de la trahison. « Inès, » dit-il d'une voix brisée, « je ne savais rien de tout ça, je vous le jure, mais vous êtes son fils. » Les larmes coulèrent maintenant sur les joues d'Inès. « Vous êtes l'héritier de tout ce qu'il a construit. Avec cet argent, avec ce sang, ce n'est pas juste. » Théo fit un pas vers elle. « Vous ne pouvez pas me tenir responsable des actes de mon père. » « Non. » Inès eut un rire amer. « Alors pourquoi je me sens responsable de ne pas avoir sauvé le mien? Pourquoi je porte ce poids chaque jour depuis 14 ans ?» Théo ne savait pas quoi répondre. Il la regardait, et il voyait toute la douleur qu'elle avait enfouie, toute la rage qu'elle avait contenue, remonter à la surface comme une marée noire. « Je dois partir, » dit soudain Inès. Elle commença à ramasser ses outils, ses mains tremblant si fort qu'elle laissa tomber une clé à molette. « Attendez, » dit Théo. « Ne partez pas. Pas comme ça. Laissez-moi parler à mon père. Laissez-moi comprendre ce qui s'est passé.
Comprendre? Inès se tourna vers lui, les yeux brillants de colère et de douleur. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Votre père a fait de l'argent sur le dos de gens comme mon père. Il a regardé ailleurs pendant que des hommes mouraient. Et maintenant vous voulez comprendre? Oui. Théo éleva la voix, surpris lui-même par sa véhémence. Oui, parce que je ne suis pas lui. Parce que si ce que vous dites est vrai, alors j'ai le droit de savoir. Et vous? Il s'arrêta, cherchant ses mots. Vous méritez la vérité, la vraie vérité. Pas juste des logos sur des pièces et des noms dans des archives. Inès le regarda longuement. Il voyait le conflit sur son visage, la tentation de fuir contre le besoin désespéré de comprendre, après toutes ces années. D'accord, dit-elle finalement, sa voix à peine un murmure. Parlez à votre père, découvrez la vérité. Mais après ça, elle prit une grande inspiration. Après ça, je ne peux pas rester ici. Pas si votre famille est liée à eux. Pas si cet argent qui me paie vient d'eux. Elle ne finit pas sa phrase. Elle n'avait pas besoin. Théo hocha la tête. Je comprends. Inès ramassa le reste de ses outils en silence, les rangea méticuleusement malgré ses mains tremblantes. Puis elle passa devant Théo sans le regarder et monta l'escalier. Ses pas résonnèrent dans le silence, puis s'évanouirent. Théo resta seul dans la salle des machines, entouré de tuyaux démontés et de valves portant le logo maudit. Il ramassa celle qu'il avait laissée tomber, la tourna dans ses mains. Duvernay Industries. Un nom qu'il avait probablement entendu 1000 fois sans y prêter attention. Un nom qui, maintenant, portait le poids de la mort et de la trahison. Il sortit son téléphone et appela son père. La villa d'Édouard Vasseur se dressait sur les hauteurs de Cannes, une forteresse de pierres blanches et de verre qui dominait la Méditerranée. Théo y arriva 2 heures plus tard, sa voiture remontant l'allée bordée de cyprès qui menait à l'entrée imposante. Il n'était pas venu ici depuis des mois. Il évitait généralement la maison de son père, préférant leurs rencontres impersonnelles dans des bureaux ou des restaurants. Aujourd'hui, il n'avait pas le choix. La gouvernante, Madame Blanchard, une femme sévère dans la soixantaine, l'accueillit à la porte. « Monsieur Théo, votre père vous attend dans son bureau. » Théo la suivit à travers les couloirs de marbre, passant devant des œuvres d'art qui valaient probablement plus que ce que la plupart des gens gagneraient en une vie. Tout dans cette maison respirait le pouvoir, l'argent, le succès. Et maintenant, tout ce que Théo pouvait voir, c'était le prix que d'autres avaient payé pour que tout cela existe. Le bureau d'Édouard Vasseur était une pièce massive au dernier étage, avec des fenêtres panoramiques qui offraient une vue spectaculaire sur la mer. Édouard était assis derrière un bureau en acajou massif, des lunettes de lecture sur le nez, parcourant des documents. À 75 ans, il était encore imposant, large d'épaules, le visage marqué par les années mais toujours autoritaire, les cheveux complètement blancs coupés courts. Il leva les yeux quand Théo entra. « Tu as l'air terrible », dit-il sans préambule. « Qu'est-ce qui se passe ?» Théo ferma la porte derrière lui, s'approcha du bureau. Il sortit la valve de sa poche et la posa devant son père avec un bruit sourd. « Duvernay Industries, dit-il. « Parle-moi de Duvernay Industries. » Édouard regarda la valve, puis son fils. Son expression ne changea pas, mais Théo vit quelque chose passer dans ses yeux. Une reconnaissance. Peut-être même un soupçon de malaise. « Où as-tu trouvé ça ?»« Dans le Clémentine, dans le système de refroidissement que tu as fait installer il y a 3 ans. » Théo croisa les bras. « Tu savais que la moitié des pièces venaient de chez Duvernay ?»« Probablement. » Édouard haussa les épaules. « Ils étaient de fournisseurs pour beaucoup de nos projets à l'époque. Pourquoi ? Pourquoi ?» Théo sentit la colère monter en lui. Parce que Duvernay Industries utilise des pièces défectueuses. Parce qu'ils ont causé la mort d'au moins un homme. Probablement plus. Et parce que toi, tu étais actionnaire. Le silence s'installa. Édouard retira ses lunettes, les posa sur le bureau avec une précision délibérée. Qui t'a raconté ça ? Quelqu'un qui a toutes les raisons de savoir. Théo se pencha sur le bureau. C'est vrai ? Tu possédais des parts de Duvernay ? Oui. La réponse était simple, directe, dénuée de regrets. 30%. J'ai vendu il y a 13 ans. Pourquoi ? Édouard soupira, se cala dans son fauteuil. Parce que l'entreprise était devenue un problème. Il y avait eu des incidents, des accidents du travail, mauvaise publicité. J'ai décidé de couper les ponts. Des incidents, répéta Théo, incrédule. Des gens sont morts, papa. Des hommes qui faisaient juste leur travail.
Et tu appelles ça des incidents? Dans ce secteur, il y a toujours des risques. Édouard croisa les mains. Les chantiers navals sont dangereux. Les accidents arrivent. Pas quand ils sont causés par des pièces défectueuses vendues en connaissance de cause. Théo sentait sa voix trembler. Tu savais. Tu savais ce que Duvernay faisait. Et tu as continué à travailler avec eux. Je dirigeais une entreprise, Théo. Le ton d'Édouard se durcit. Une entreprise qui emploie des centaines de personnes, qui a des obligations, des contrats, des responsabilités. Je ne pouvais pas me permettre d'être idéaliste. Idéaliste? Théo eut un rire amer. Refuser d'être complice de la mort de gens innocents, c'est être idéaliste? C'est être naïf. Édouard se leva, contourna le bureau. Tu crois que ce monde fonctionne avec des principes moraux parfaits? Tu crois que tous ceux qui réussissent le font les mains propres? Regarde autour de toi, Théo. Tout ce que nous avons, cette maison, les yachts, l'entreprise, ça vient de décisions difficiles, de compromis, de sang. Théo le regarda droit dans les yeux. Ça vient de sang. Édouard secoua la tête. Tu es sentimental, comme ta mère. Elle aussi pensait qu'on pouvait bâtir un empire avec de bonnes intentions. Ne parle pas de maman. Pourquoi? Parce que la vérité te dérange? Édouard s'approcha de la fenêtre, regarda la mer. Ta mère était une femme bien, trop bien pour ce monde. Elle voulait que je refuse certains contrats, que je travaille seulement avec des entreprises éthiques. Elle ne comprenait pas que dans les affaires, l'éthique est un luxe qu'on ne peut pas toujours se permettre. Et regarde où ça t'a mené, dit Théo doucement. Seul dans cette grande maison, avec tout ton argent et tes compromis. Maman est partie, et moi, il s'arrêta. Moi, je ne suis pas sûr de vouloir hériter de tout ça. Édouard se retourna brusquement. Pour la première fois, Théo vit quelque chose qui ressemblait à de la surprise sur son visage. Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte que je ne veux pas devenir toi. Théo sentait quelque chose se briser en lui, quelque chose qu'il retenait depuis des années. Toute ma vie, j'ai essayé de te prouver que j'étais digne, que je pouvais diriger l'entreprise, que je pouvais être à la hauteur. Mais maintenant, je me demande, à la hauteur de quoi? D'un homme qui ferme les yeux pendant que des gens meurent? D'un homme qui choisit l'argent plutôt que la vie humaine? Attention à ce que tu dis, avertit Édouard, sa voix devenant dangereuse. Pourquoi? Tu vas me déshériter? Théo eut un rire sans joie. Vas-y, fais-le. Parce que honnêtement, je ne suis plus sûr de vouloir de cet héritage. Le silence retomba, lourd et tendu. Père et fils se faisaient face, séparés par des années de non-dits, de rancœurs enfouies, de vérités trop dures à affronter. Il y a une femme, dit finalement Théo d'une voix plus calme. Inès Moreau. Son père travaillait pour Duvernay. Michel Moreau. Tu t'en souviens? Édouard fronça les sourcils. Le mécanicien? Celui qui est mort dans l'explosion du cargo? Oui. Théo sentit son cœur se serrer. Et sa fille? Celle qui a passé 14 ans à se détruire à cause de cette perte, elle travaille pour nous. Elle a réparé le Clémentine. Elle est la raison pour laquelle on peut participer à la régate. Je vois. Édouard hocha lentement la tête. Et maintenant qu'elle sait, elle veut quoi? De l'argent? Non. Théo éleva la voix. Bon sang, papa. Tout le monde ne pense pas qu'à l'argent. Elle veut juste... Il s'arrêta, cherchant les mots justes. Elle veut comprendre pourquoi. Pourquoi son père est mort? Pourquoi personne n'a payé? Pourquoi le monde a continué à tourner comme si sa vie ne valait rien? Édouard resta silencieux un long moment. Puis il retourna à son bureau, ouvrit un tiroir, en sortit un dossier épais. Michel Moreau, dit-il en feuilletant les pages. Excellent mécanicien. Travaillait pour Duvernay depuis 8 ans. Marié, une fille. Mort le 17 mars 2011. Explosion causée par une valve de pression défectueuse. Il leva les yeux vers Théo. La famille a reçu une compensation. 150 000 €. C'est tout? Théo sentit la nausée le prendre. Tu réduis un homme à ça? À un dossier? Et une compensation? C'est ce que la loi exigeait. C'est ce qui a été payé. Édouard referma le dossier. Je ne peux pas ressusciter les morts, Théo. Tout ce que je peux faire, c'est m'assurer que l'entreprise continue, que les vivants ont du travail, que le système fonctionne. Le système, répéta Théo avec dégoût. C'est ton excuse? Le système, c'est la réalité. Édouard se rassit. Et si tu veux diriger cette entreprise un jour, tu devras l'accepter. Théo le regarda,
Cet homme qu'il avait élevé, qui lui avait tout appris sur les affaires, sur le succès, sur le pouvoir. Et pour la première fois de sa vie, il le voyait vraiment. Non pas comme un père, non pas comme un mentor, mais comme un homme qui avait fait des choix qui avaient détruit des vies. Non, dit-il simplement. Non, je n'accepterai pas. Il se dirigea vers la porte. Si tu pars maintenant, dit Édouard dans son dos, tu sais ce que ça signifie. Théo s'arrêta, la main sur la poignée. Quoi? Que tu n'es pas fait pour ce monde. Que tu n'es pas assez fort. La voix d'Édouard était froide, clinique. Et si tu n'es pas assez fort, alors peut-être que tu ne mérites pas de diriger l'entreprise. Théo se retourna, regarda son père une dernière fois. Tu as raison, dit-il doucement. Je ne suis peut-être pas fait pour ton monde. Et tu sais quoi? Je pense que c'est une bonne chose. Il sortit, fermant la porte derrière lui avec un calme qu'il ne ressentait pas. Ses jambes tremblaient, son cœur battait la chamade, mais il continuait à marcher. À travers les couloirs de marbre, passant devant Madame Blanchard qui le regardait avec inquiétude, sortant dans l'air frais du soir. Il monta dans sa voiture et resta assis là, les mains sur le volant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il avait défié son père. Il avait peut-être détruit son avenir. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait propre, comme si un poids énorme venait d'être soulevé de ses épaules. Il démarra et prit la route vers Antibes, vers le Clémentine, vers Inès. Il la trouva sur le pont arrière, assise sur le bastingage, regardant la mer qui s'obscurcissait. Le soleil se couchait, peignant le ciel de traînées orange et pourpre. Elle ne se retourna pas quand il monta à bord, mais il savait qu'elle l'avait entendu. Il s'approcha lentement, s'arrêta à quelques mètres d'elle. « J'ai parlé à mon père », dit-il. Inès ne bougea pas. « Et ? C'est vrai. Tout ce que vous avez dit. Il était actionnaire de Duvernay. Il savait pour les pièces défectueuses. Il savait pour votre père. » Théo prit une grande inspiration. Et il s'en fiche. Pour lui, c'était juste des affaires. Inès ferma les yeux. Il vit ses épaules s'affaisser légèrement, comme si elle venait de recevoir un coup. « Je suis désolé, » continua Théo. « Je suis désolé pour ce que mon père a fait, pour ce qu'il n'a pas fait, pour tout. Ce n'est pas votre faute. » La voix d'Inès était à peine audible. « Non, mais... » Théo s'approcha encore, s'assit sur le pont à côté d'elle. « Mais je fais partie de cette famille. Cet argent, cette entreprise, tout ça est construit sur... » Il ne finit pas sa phrase. « Sur la mort de mon père. » Inès le regarda enfin. Ses yeux étaient rouges, mais il n'y avait plus de larmes. Juste une tristesse profonde, ancienne. Entre autres. Je ne savais pas. Théo sentait le besoin de le répéter, encore et encore, comme si ça pouvait changer quelque chose. « Je vous jure, Inès, je ne savais pas. Je sais. » Elle soupira. « Je le vois bien. Vous n'êtes pas comme lui. » « Non. » Théo secoua la tête. « Non, je ne suis pas comme lui. Et je ne veux pas le devenir. » Ils restèrent silencieux un moment, écoutant le clapotis de l'eau contre la coque, le cri des mouettes qui rentraient pour la nuit. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» demanda finalement Inès. « Je ne sais pas. » Théo passa une main dans ses cheveux. « Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Et la régate ?»« La régate ?» Théo eut un rire sans joie. La régate qui devait prouver à mon père que je pouvais diriger l'entreprise. Ça semble tellement insignifiant maintenant. Vous devriez quand même y aller. Inès le regarda. Pas pour lui, pour vous. Parce que vous aimez ce yacht. Parce que vous aimez naviguer. Vous viendrez ? La question resta suspendue entre eux. Inès détourna le regard. Je ne sais pas si je peux. Je comprends. Théo hocha la tête. Mais j'aimerais que vous veniez. Pas comme employé. Pas comme mécanicienne officielle. Juste comme quelqu'un qui fait partie de ce bateau. Quelqu'un qui l'a sauvé. Inès ne répondit pas tout de suite. Elle regardait la mer, les dernières lueurs du soleil se reflétant dans ses yeux gris. « Vous savez ce qui me tue le plus ?» dit-elle soudain. « Ce n'est même pas que votre père était complice. C'est qu'il ne s'en soucie pas. Qu'il peut vivre avec ça, dormir la nuit, continuer comme si de rien n'était. Comment on fait ça? Comment on vit avec le poids de toutes ces vies détruites? Je ne sais pas. » Théo sentait sa gorge se serrer. « Mais moi, je ne pourrais pas. » Inès le regarda longuement, cherchant quelque chose dans ses yeux. Une vérité, peut-être, ou une promesse.
Je viendrai à la régate, dit-elle finalement. Mais après, je pars. Je ne peux pas rester ici. Pas avec tout ce que je sais maintenant. Je comprends. Théo hocha la tête, même si ça lui faisait mal. Mais pendant ces quelques jours, on peut au moins essayer de faire quelque chose de bien avec ce bateau. Quelque chose qui n'a rien à voir avec mon père ou Duvernay ou tout le reste. Juste naviguer. Inès eut un petit sourire triste. Juste naviguer. Juste naviguer. Ils restèrent assis là, côte à côte, alors que la nuit tombait sur Antibes et que le Clémentine se balançait doucement dans son amarrage. Et malgré tout le poids de la vérité qui venait d'être révélée, malgré la douleur et la trahison, il y avait quelque chose de paisible dans ce moment. Comme si, pour un instant, il pouvait juste être deux personnes blessées, trouvant du réconfort dans la présence de l'autre. Demain, tout serait compliqué à nouveau. Mais pour ce soir, c'était suffisant. Les 4 jours qui précédèrent en la régate passèrent dans une étrange suspension du temps. Théo et Inès se croisaient, sur le Clémentine, échangeaient des mots polis, professionnels, mais entre eux flottait une tension non résolue, lourde comme un orage qui refuse d'éclater. L'équipage sentait que quelque chose avait changé, mais personne n'osait poser de questions. Le sage dirigeait les préparatifs avec son efficacité habituelle, Margot préparait des provisions pour 3 jours en mer, et Jules et Thomas vérifiaient chaque cordage, chaque voile, avec une minutie obsessive. Inès passait ses journées dans la salle des machines, vérifiant et revérifiant chaque système, chaque valve, chaque connexion. Elle ne dormait presque plus. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le logo de Duvernay Industries gravé dans le métal, elle entendait la voix de son père lui apprendre à calibrer une valve. Elle sentait l'odeur de l'hôpital où il était mort. Le Clémentine était devenu à la fois son refuge et sa prison. Théo, de son côté, évitait son père. Édouard avait appelé 3 fois, laissé des messages de plus en plus impatients, mais Théo ne rappelait pas. Il savait qu'il devrait affronter cette conversation tôt ou tard, mais pas maintenant. Pas avant la régate. Pas avant d'avoir compris lui-même qui il voulait être. La veille du départ, alors que le soleil se couchait sur Antibes, Théo monta à bord pour une dernière inspection. Il trouva Inès sur le pont avant, assise en tailleur, un carnet ouvert sur ses genoux. Elle écrivait quelque chose, sa main bougeant lentement sur le papier. Quand elle entendit ses pas, elle referma rapidement le carnet. « Désolé, » dit Théo. « Je ne voulais pas vous déranger. Vous ne me dérangez pas. » Inès glissa le carnet dans sa poche. « J'écrivais juste. »« À qui ?» Elle hésita. « À mon père. Je lui écris parfois. Des lettres que je ne posterai jamais. Ça aide. » Théo hocha la tête, s'assit à quelques mètres d'elle. La mer était calme ce soir-là, presque étale, reflétant les premières étoiles comme un miroir brisé. « Qu'est-ce que vous lui dites ?» demanda-t-il doucement. Inès regarda l'horizon. « Que je suis désolé, que j'ai abandonné tout ce qu'il m'avait appris, que j'ai gâché tout ce pourquoi il s'est battu. » Sa voix se brisa légèrement. « Que je ne sais pas comment continuer sans lui. Je pense qu'il comprendrait. Vous croyez ?» Inès le regarda, ses yeux brillants dans la lumière déclinante. « Parce que moi, je ne suis pas sûr. Il était tellement fier de moi. Il avait tellement de rêves pour mon avenir. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis enfui. Je me suis caché. J'ai passé 14 ans à nettoyer des ponts alors que j'aurais pu construire des navires. Vous avez survécu. » Théo se pencha vers elle. Après un trauma comme celui-là, survivre est déjà énorme. Survivre n'est pas vivre. Inès essuya ses yeux d'un geste rageur. Mon père ne m'a pas appris à survivre. Il m'a appris à créer, à réparer, à construire. Et j'ai trahi tout ça. Non. Théo secoua la tête avec force. Vous avez réparé ce yacht. Vous avez résolu un problème que 20 experts n'ont pas pu résoudre. Vous avez utilisé tout ce qu'il vous a appris. Ce n'est pas une trahison, Inès. C'est un hommage. Inès le regarda longuement, comme si elle cherchait à croire ses mots mais n'y arrivait pas tout à fait. Demain, dit-elle finalement, quand on sera en mer, je veux que vous compreniez quelque chose. Quoi? Je serai là pour le yacht, pour l'équipage, pour m'assurer que tout fonctionne parfaitement. Mais après, elle prit une grande inspiration. Après, je disparais. Je ne peux pas rester dans ce monde. Pas avec ce que je sais. Pas avec cette connexion à Duvernay. Où irez-vous? Je ne sais pas encore. Peut-être retourner à Brest. Peut-être ailleurs.
quelque part où je peux recommencer. Elle eut un sourire triste. Encore. Théo sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. L'idée de perdre Inès, maintenant qu'il commençait à la connaître vraiment, lui était insupportable. Mais il savait qu'il n'avait pas le droit de la retenir. « Je comprends », dit-il simplement. « Mais sachez que… » Il chercha ses mots. « Sachez que vous avez changé quelque chose pour moi. En réparant ce moteur, en me montrant qui vous êtes vraiment, vous m'avez fait voir des choses que je ne voyais pas avant. Sur mon père, sur moi-même, sur ce qui compte vraiment. » Inès hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Vous aussi, vous avez changé quelque chose. Vous m'avez fait toucher à nouveau un moteur. Vous m'avez rappelé pourquoi j'aimais ça. » Ils restèrent assis là dans le crépuscule, deux âmes blessées trouvant un peu de paix dans la présence de l'autre, sachant que demain tout changerait encore. Le jour de la régate se leva sous un ciel paradoxal, parfaitement bleu à l'est, mais avec d'étranges nuages sombres s'accumulant à l'ouest, au-dessus de la mer. Le sage les remarqua immédiatement. « Je n'aime pas ça », dit-il à Théo alors qu'il vérifiait les derniers préparatifs. Les prévisions météo annonçaient un temps stable mais regardez ces formations. Théo suivit son regard. Effectivement, les nuages à l'horizon avaient quelque chose de menaçant, une densité inhabituelle. Qu'est-ce que vous en pensez? On devrait annuler? Non. Le sage secoua la tête. Ces nuages sont encore loin. On a au moins 6 heures avant qu'ils n'arrivent ici, si jamais ils arrivent. La régate ne dure que 4 heures. On devrait être rentré bien avant. Vous en êtes sûr? Rien n'est jamais sûr en mer. Le sage lui lança un regard pénétrant. Mais j'ai navigué dans la Méditerranée pendant 30 ans. Je sais lire le temps. On sera prudent. Théo hocha la tête, essayant d'ignorer le malaise qui grandissait dans son ventre. À 9 heures, le Clémentine quitta la marina d'Antibes avec 14 autres yachts, tous se dirigeant vers Monaco pour le départ officiel de la régate. C'était un spectacle magnifique, des coques blanches étincelantes fendant l'eau bleue, des voiles se déployant comme des ailes géantes, le soleil illuminant chaque détail. Sur les pontons, des centaines de spectateurs applaudissaient, prenaient des photos, agitaient des drapeaux. Inès était dans la salle des machines, écoutant le ronronnement régulier du moteur qu'elle avait sauvé. Elle portait une combinaison de travail propre, ses cheveux attachés en une tresse serrée. Autour d'elle, tous les systèmes fonctionnaient parfaitement. Température stable, pression normale, aucune vibration anormale. C'était presque trop parfait. Elle sortit son téléphone, regarda la photo de son père qu'elle gardait dans son portefeuille numérique. Michel Moreau, souriant, couvert de graisse, debout devant un moteur démonté. Il avait l'air tellement vivant sur cette photo, tellement présent. « Je le fais pour toi, papa », murmura-t-elle. Cette dernière fois, en haut sur le pont, Théo dirigeait les manœuvres avec le sage. Malgré la tension des derniers jours, il sentait l'excitation de la course monter en lui. C'était ça qu'il aimait vraiment. Pas les affaires, pas l'empire de son père, mais ça. Le vent, la mer, le défi de naviguer parfaitement. À 11 heures, tous les yachts étaient alignés devant le port de Monaco, attendant le signal de départ. La foule sur la corniche était immense. Des jumelles brillaient dans le soleil. Des commentateurs sportifs parlaient dans leurs micros. C'était l'événement de l'année sur la Côte d'Azur. Le coup de canon retentit. Les yachts bondirent en avant comme des chevaux de course libérés. Le Clémentine prit un bon départ, se plaçant dans le peloton de tête. Le moteur rugissait avec puissance, les voiles étaient parfaitement réglées, l'équipage fonctionnait comme une machine bien huilée. Pendant 2 heures, tout fut parfait. Le Clémentine naviguait avec une grâce et une puissance qui faisaient un de plaisir à voir. Théo était dans son élément, criant des ordres, ajustant le cap, sentant le yacht répondre à chaque commande comme une extension de son propre corps. Même Inès, en bas, ne pouvait s'empêcher de sourire en entendant l'enthousiasme dans les voix au-dessus d'elle. Puis, à 13 heures précises, tout changea. Les nuages que le sage avait repérés le matin s'étaient déplacés beaucoup plus vite que prévu. En l'espace de 20 minutes, le ciel bleu se transforma en un plafond gris menaçant. Le vent, qui avait été constant toute la matinée, devint erratique, soufflant en rafales violentes de directions changeantes. « Merde !» jura le sage en regardant le baromètre qui chutait à une vitesse alarmante. « Ce n'était pas prévu. »« Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Théo, sentant le yacht commencer à tanguer plus violemment. « On rentre.
Maintenant. Lesage attrapa la radio. « Tous les yachts, ici le Clémentine. Nous recommandons un retour immédiat au port. Une tempête approche plus vite que prévu. » Les réponses crépitèrent sur la radio. Certains capitaines étaient d'accord. D'autres pensaient que c'était une fausse alerte. D'autres voulaient continuer la course. Le chaos s'installa sur les ondes. Et puis la tempête frappa. Ce ne fut pas graduel. Ce fut comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Le ciel s'obscurcit presque complètement. Le vent passa de 20 à 50 nœuds en quelques minutes. Et la mer, qui avait été relativement calme, se transforma en un chaos de vagues de 3, puis 4, puis 5 mètres. Le Clémentine fut jeté comme un jouet. Théo s'accrocha au bastingage tandis qu'une vague énorme s'écrasait sur le pont, l'inondant d'eau salée. Il entendit Margot crier quelque part. Jules et Thomas courirent pour sécuriser les voiles qui claquaient dangereusement. « Inès !» hurla-t-il dans l'interphone. « Inès, vous m'entendez ?» Un grésillement puis sa voix tendue mais calme. « Je vous entends. Le moteur, comment il tient ? Pour l'instant, ça va, mais c'est vague. Si on prend de l'eau dans le système de refroidissement ?» Elle n'eut pas besoin de finir. Théo comprenait. Si le moteur tombait en panne maintenant, dans cette tempête, il serait à la merci des vagues. « Faites ce que vous pouvez !» Une autre vague massive frappa le yacht par le travers, le faisant gîter à un angle terrifiant. Théo entendit des objets tomber, se briser à l'intérieur. Le Clémentine se redressa, mais à peine. « On doit réduire la voilure !» cria Lesage. « Maintenant !» Jules et Thomas s'élancèrent, mais une rafale de vent encore plus violente déchira la grand voile avant qu'ils ne puissent l'atteindre. Le tissu se mit à claquer comme un coup de fouet, les câbles sifflant dangereusement. En bas, dans la salle des machines, Inès s'accrochait à tout ce qu'elle pouvait tandis que le yacht était projeté dans tous les sens. L'eau commençait à entrer quelque part. Elle pouvait l'entendre, un filet qui devenait rapidement un ruisseau. Elle regarda les jauges. La température du moteur montait. Trop vite. « Non, non, non », murmura-t-elle. Elle se précipita vers le système de refroidissement, ignorant le fait qu'elle était trempée, que le sol bougeait sous ses pieds comme un tapis roulant fou. Elle vit le problème immédiatement. Une des conduites d'eau de mer, celle qui alimentait le refroidissement, s'était partiellement déconnectée sous la violence des chocs. Elle n'avait qu'une seule pensée. Si le moteur surchauffe et tombe en panne maintenant, ils vont mourir. Elle attrapa ses outils, s'agenouilla dans l'eau qui montait au niveau de ses chevilles et commença à travailler. Ses mains tremblaient, autant à cause du froid que de la peur, mais elle les força à rester stables. Elle avait fait ça 1000 fois. Elle pouvait le faire encore. « Papa », murmura-t-elle en serrant les boulons avec une force désespérée. « Papa, aide-moi. » Sur le pont, la situation empirait. La radio crachait des appels de détresse d'autres yachts. L'un d'eux avait perdu son mât, un autre prenait l'eau dangereusement. Les gardes-côtes s'étaient débordés. Il y avait trop de bateaux en difficulté en même temps. « Théo !» Lesage le tira par le bras. « On doit abandonner la course. On rentre sous moteur, directement vers la côte la plus proche. »« D'accord, faites-le. » Lesage hurla des ordres. Jules et Thomas affalèrent ce qui restait des voiles. Le Clémentine vira son moteur hurlant alors qu'il luttait contre les vagues qui venaient maintenant de face. Et c'est à ce moment-là que tout devint encore pire. Une vague monstre, plus haute que toutes celles qui l'avaient précédée, se dressa devant eux comme un mur d'eau noire. Théo eut le temps de penser avec une clarté étrange. « Nous allons mourir. » La vague s'abattit sur le Clémentine avec la force d'une avalanche. Théo fut arraché du bastingage, projeté à travers le pont, son corps heurtant le mat avec un craquement horrible. La douleur explosa dans ses côtes. Autour de lui, il entendait des cris, le fracas du métal qui se tordait, le rugissement de l'eau. Le yacht disparut complètement sous l'eau pendant ce qui sembla une éternité. Puis, miraculeusement, il émergea, cabossé, inondé, mais encore entier, encore flottant. Théo toussa, recracha de l'eau salée, essaya de se lever. Sa vision était floue, sa cage thoracique hurlait de douleur. Il vit Lesage accroché au gouvernail, du sang coulant d'une coupure sur son front. Jules aidait Thomas à se relever. Margot sortait de l'intérieur, tremblante mais apparemment indemne. « Inès !» Le mot jaillit de la gorge de Théo comme un cri primal. « Inès !» Pas de réponse. Il se traîna vers l'escalier qui menait à la salle des machines,
ignorant la douleur dans ses côtes. L'escalier était rempli d'eau. Il descendit, l'eau glacée jusqu'à la taille, puis jusqu'à la poitrine. Inès. Il la vit. Elle était coincée entre le moteur et la cloison, là où la vague l'avait projetée. Un filet de sang coulait de son front. Mais elle bougeait. Elle était vivante. « Inès !» Théo patauja jusqu'à elle, l'aida à se dégager. « Ça va? Vous êtes blessée ?» Elle toussa, secoua la tête comme pour s'éclaircir les idées. « Je crois que ça va. Le moteur... Au diable le moteur !» « Non. » Elle le repoussa, se tourna vers les jauges. « Le moteur, c'est notre seule chance. Sans lui, on dérive. Et dans cette mer, elle avait raison. » Théo le savait. Il regarda les jauges avec elle. Le moteur tournait toujours, mais il était au bord de la surchauffe. La réparation qu'Inès avait commencée avant la vague n'était pas terminée. « Je dois finir, dit-elle. Donnez-moi 5 minutes. Vous ne pouvez pas. Vous êtes blessé. 5 minutes. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Faites-moi confiance. » Théo hocha la tête, impuissant. Il la regarda s'accroupir à nouveau dans l'eau, reprendre ses outils avec des mains qui tremblaient, continuer à serrer les boulons que la vague avait desserrés. Il monta prévenir l'usage. « Le moteur va tenir ?» demanda le capitaine. « Inès est en train de le réparer. » Dans cette mer, l'usage secoua la tête, incrédule. Cette femme est folle. Ou génie. Ou les deux. En bas, Inès travaillait avec une concentration qui excluait tout le reste. La douleur dans sa tête, le froid, la peur, tout disparaissait. Il n'y avait que le moteur, les boulons, la connexion à refaire. Ses mains bougeaient avec la précision que son père lui avait enseignée, cette précision qui venait des muscles plus que du cerveau. Un quart de tour à la fois, Inès. Entendait-elle la voix de son père? Jamais trop vite, jamais trop fort. Laisse le métal te parler. Elle sentit le moment exact où la connexion fut parfaite. Un clic subtil, une résistance qui se stabilisait. Elle vérifia les jauges. La température commençait à redescendre. « C'est bon !» cria-t-elle dans l'interphone. « Le moteur est stable. » Sur le pont, l'usage poussa le Clémentine à pleine puissance. Le yacht bondit en avant, fendant les vagues avec une détermination renouvelée. La côte était visible maintenant, à travers les rideaux de pluie. Encore 2 kilomètres. 2 kilomètres qui semblaient être de 100. Mais le Clémentine tenait. Le moteur qu'Inès avait réparé, sauvé, puis réparé à nouveau, rugissait sa chanson mécanique, refusant d'abandonner. 45 minutes plus tard, ils atteignirent le port de Nice. Les gardes-côtes les guidèrent vers un quai d'urgence. Quand le yacht fut enfin amarré, l'équipage entier s'effondra sur le pont, épuisé, tremblant, mais vivant. Théo descendit immédiatement dans la salle des machines. Inès était assise contre la cloison, les yeux fermés, ses mains toujours agrippées à sa clé à molette. Il s'agenouilla à côté d'elle. « Vous l'avez fait, » dit-il doucement. « Vous nous avez sauvés. » Inès ouvrit les yeux. « Le moteur a tenu, grâce à vous. » Théo prit sa main, celle qui tenait l'outil. « Inès, sans vous, on serait tous morts. Vous comprenez ça ?» Elle le regarda, et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, il vit quelque chose de différent dans ses yeux. Pas de la fierté, exactement, mais quelque chose comme de la paix. « Mon père aurait été fier, » murmura-t-elle. « Votre père est fier. » Théo serra sa main. « J'en suis certain. » Les larmes coulaient sur le visage d'Inès, se mêlant à l'eau de mer qui dégoulinait encore de ses cheveux. « Je ne voulais plus jamais toucher un moteur, » dit-elle d'une voix brisée. « Je pensais que ça me rappellerait seulement ce que j'avais perdu. Mais aujourd'hui, elle regarda ses mains qui avaient sauvé 6 vies. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Quoi? Que ce qu'il m'a appris, ce n'était pas juste une compétence. C'était une partie de lui. Et tant que j'utilise ces compétences, tant que je répare, tant que je construis, il est encore là, avec moi. » Théo sentit sa propre gorge se serrer. Il hocha la tête, incapable de parler. Ils restèrent assis là, dans la salle des machines qui sentait l'huile et la mer, écoutant le moteur qui refroidissait lentement, rendant son dernier service après avoir sauvé tous ceux qui dépendaient de lui. 3 jours plus tard, la nouvelle de la tempête et du sauvetage miraculeux du Clémentine avait fait le tour de la Côte d'Azur. Les journaux parlaient de l'héroïne invisible, de la mécanicienne géniale qui avait sauvé un yacht de luxe. Des photos d'Inès circulaient,
prise par des spectateurs quand le Clémentine était revenu au port, montrant une femme couverte de graisse et de sang, mais debout, vivante. Théo reçut un appel de son père. « J'ai lu les journaux », dit Édouard sans préambule. « Cette femme, Inès Moreau, elle est devenue une célébrité. » Oui. Théo était assis sur le pont du Clémentine, en train de superviser les réparations. Elle le mérite. Sans doute. Un silence. « On devrait l'embaucher officiellement, en faire notre mécanicienne en chef. Ça ferait une excellente publicité pour l'entreprise. » Théo ferma les yeux, sentant la colère monter. « C'est tout ce que tu vois ? Une opportunité de publicité ? Je vois une femme avec un talent extraordinaire qui pourrait être un atout pour nous. Elle ne veut pas travailler pour nous, papa. » Théo ouvrit les yeux. « Elle ne veut rien avoir à faire avec l'entreprise Vasseur. » « À cause de ce que tu as fait. À cause de Duvernay. » « Théo. Non, écoute-moi. » Théo se leva, marcha jusqu'au bastingage. « J'ai pris une décision. Je ne veux plus diriger l'entreprise familiale. » Le silence de l'autre côté de la ligne était si complet que Théo pensa que son père avait raccroché. « Tu ne parles pas sérieusement ?» dit finalement Édouard. « Si, complètement. » Théo prit une grande inspiration. « Je ne peux pas diriger une entreprise construite sur ce qu'elle est construite. Je ne peux pas prétendre que l'argent justifie tout. Je ne peux pas être toi. Et qu'est-ce que tu vas faire ?» La voix d'Édouard était froide maintenant. « Devenir mécanicien ? Réparer des bateaux pour gagner ta vie ? Peut-être. » Théo sourit malgré lui. « Ou peut-être que je vais créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'a pas de sang sur les mains. Tu es naïf. Peut-être. Mais je préfère être naïf qu'être... » Théo s'arrêta. Il ne voulait pas dire les mots cruels qui lui montaient aux lèvres. « Je préfère être naïf. Si tu fais ça, tu n'auras plus accès aux fonds familiaux. Tu comprends ça ? Oui. Tu seras seul ? Non, dit Théo doucement. Je ne serai pas seul. Il raccrocha. Inès l'avait écouté depuis le pont inférieur, où elle vérifiait une dernière fois les réparations du système de refroidissement. Elle monta le rejoindre. Vous avez vraiment fait ça ? Demanda-t-elle. Oui. Pourquoi ? Théo se tourna vers elle. Parce que vous m'avez montré qu'il y a des choses plus importantes que l'argent ou le pouvoir, que l'intégrité compte, que les choix qu'on fait définissent qui on est. Inès hocha lentement la tête. Et maintenant ? Maintenant ? Théo regarda le yacht autour d'eux. Maintenant, le Clémentine est techniquement à moi. Mon père me l'a offert il y a 3 ans. C'est à moi de décider ce que j'en fais. Et qu'est-ce que vous allez en faire ? Je pensais... Théo hésita. Je pensais peut-être créer une école de mécanique navale pour des jeunes qui n'ont pas les moyens de payer les grandes écoles d'ingénierie, former la prochaine génération mais différemment, avec de l'éthique, avec de la conscience. Les yeux d'Inès s'élargirent. Vous êtes sérieux ? Complètement. Et j'aurais besoin... Il la regarda directement. J'aurais besoin de quelqu'un pour diriger le programme technique, quelqu'un qui connaît vraiment les moteurs, quelqu'un qui comprend que ce n'est pas juste une question de mécanique, mais de respect pour le travail bien fait. Inès secoua la tête, mais elle souriait. Vous me demandez de rester. Je vous demande de construire quelque chose avec moi. Quelque chose qui honorerait votre père. Quelque chose qui donnerait une chance à des jeunes comme vous l'étiez. Théo tendit la main. Qu'est-ce que vous en dites ? Inès regarda sa main longtemps. Trop longtemps. Théo commençait à penser qu'elle allait refuser. Puis elle tendit la sienne et la serra. « D'accord, » dit-elle, « mais à une condition. » Laquelle ? On fait les choses bien, vraiment bien. Pas de compromis, pas de raccourcis, pas de pièces défectueuses pour économiser de l'argent. On forme les meilleurs mécaniciens, mais surtout les plus éthiques. Marché conclu. Ils restèrent là, mains serrées, regardant la mer qui s'étendait devant eux. La tempête était passée. Le ciel était à nouveau bleu, presque improbablement bleu, comme si la nature voulait s'excuser de sa violence. « Il faudra un nom, » dit Inès. « Pour l'école. » Théo réfléchit un moment. « L'école Michel Moreau. » Inès le regarda, les larmes montant immédiatement à ses yeux. « Vous feriez ça ? C'est le moins que je puisse faire. » Théo sourit. « Et puis, c'est juste. Votre père était le meilleur. Son nom devrait vivre. » Inès ne put retenir ses larmes plus longtemps. Elle pleura, mais pour la première fois en 14 ans, ce n'étaient pas seulement des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de soulagement, de libération.
de quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Il aurait aimé ça, murmura-t-elle. Il aurait tellement aimé ça. Alors on le fait. 6 mois plus tard, l'école Michel Moreau ouvrit ses portes dans un ancien chantier naval réhabilité à Antibes. Théo avait vendu le Clémentine pour financer les travaux, gardant seulement la salle des machines comme pièce d'exposition et d'apprentissage. Inès dirigeait le programme technique, enseignant à 20 jeunes venus de toute la France les secrets des moteurs marins, mais aussi l'importance de l'éthique, de la sécurité, du respect pour le travail bien fait. Le jour de l'inauguration, une foule s'était rassemblée. Des journalistes, des officiels, des familles et des étudiants. Mais aussi quelqu'un que personne n'attendait, Édouard Vasseur. Il arriva seul, en costume sombre, et se tint à l'arrière de la foule pendant que Théo et Inès faisaient leur discours. Il écouta sa fille parler de son projet, de ses valeurs, de l'héritage qu'il voulait construire. Après la cérémonie, il s'approcha de Théo. « C'est bien, dit-il simplement. Ce que tu fais ici, c'est bien. » Théo le regarda surpris. « Merci, papa. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait. » Édouard regardait l'école, les jeunes qui circulaient avec enthousiasme entre les ateliers. « Je ne peux pas ramener Michel Moreau. Je ne peux pas effacer Duvernay. Mais... » Il se tourna vers son fils. « Mais je peux essayer de faire mieux, avec le temps qui me reste. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je vais créer un fonds. » Édouard sortit une enveloppe de sa poche. Pour les victimes d'accidents du travail dans l'industrie maritime. Pas juste des compensations minimales. De vraies aides, formation professionnelle pour les familles, soutien psychologique, bourse d'études pour les enfants. Il tendit l'enveloppe à Théo. « Je veux que tu le gères. » Avec Inès. Théo prit l'enveloppe, l'ouvrit. À l'intérieur, un chèque pour 2 millions d'euros. « Papa, ce n'est pas du rachat de conscience, » interrompit Édouard. « Je ne suis pas assez naïf pour penser que l'argent efface quoi que ce soit. Mais c'est un début. » Théo hocha la tête, incapable de parler. « Tu avais raison, » continua Édouard, sa voix se brisant légèrement. « Surtout, j'ai fait des choix terribles. J'ai sacrifié des principes pour du profit. Et ça m'a coûté... » Il regarda son fils. « Ça m'a coûté ma famille, ta mère, presque toi. Je ne veux pas mourir avec seulement de l'argent et des regrets. » « Tu ne vas pas mourir, dit Théo. Tout le monde meurt. » Édouard eut un sourire triste. « La question, c'est ce qu'on laisse derrière. Et moi, je veux laisser quelque chose de mieux que ce que j'ai construit jusqu'ici. » Inès, qui avait observé la scène de loin, s'approcha. Édouard se tourna vers elle. « Mademoiselle Moreau, dit-il, je vous dois des excuses. Des excuses que vous n'accepterez probablement pas et je le comprends. Mais je veux que vous sachiez, il prit une grande inspiration. Votre père était un homme bien, un excellent mécanicien, et sa mort était injuste, inexcusable. J'aurais dû faire quelque chose à l'époque. J'aurais dû me battre contre Duvernay, exposer leurs pratiques. Mais je ne l'ai pas fait, et je vivrai avec ce regret jusqu'à mon dernier jour. » Inès le regarda longuement. Théo pouvait voir le conflit sur son visage, la lutte entre la colère et quelque chose d'autre. « Vous ne pouvez pas ramener mon père, » dit-elle finalement. « Rien ne le peut. » Mais elle regarda l'école, les jeunes qui apprenaient, qui construisaient leur avenir. « Mais ce que vous faites maintenant, ce fonds, ça aidera d'autres familles à ne pas vivre ce que j'ai vécu. Et c'est quelque chose. » Édouard hocha la tête. « Merci. Je ne vous pardonne pas, » ajouta Inès. « Pas encore, peut-être jamais, mais je reconnais l'effort. C'est plus que ce que je mérite. » Édouard serra la main de son fils, hocha la tête vers Inès, et partit. Théo et Inès le regardèrent s'éloigner, cette figure solitaire dans son costume sombre. « Vous pensez qu'il est sincère ?» demanda Théo. « Je pense qu'il essaie. » Inès prit sa main. « C'est tout ce qu'on peut demander à quelqu'un, qu'il essaie de faire mieux. » Ils retournèrent à l'école, où les jeunes les attendaient pour la première leçon pratique. Inès monta sur une petite estrade, regarda tous ces visages enthousiastes tournés vers elle. « Bienvenue à l'école Michel Moreau », commença-t-elle, sa voix claire et forte. « Vous êtes ici pour apprendre à réparer des moteurs, mais ce que je vais vous enseigner va bien au-delà de la mécanique. Je vais vous enseigner le respect pour votre travail, pour les outils, pour les gens dont les vies dépendent de ce que vous faites. » Elle fit une pause, regarda chaque étudiant. « Mon père m'a appris que chaque boulon que vous serrez, chaque valve que vous ajustez,
ce n'est pas juste une tâche. C'est une responsabilité. C'est la différence entre quelqu'un qui rentre chez lui le soir et quelqu'un qui ne rentre pas. Les étudiants écoutaient, absorbant chaque mot. Alors oui, je vais vous apprendre la technique. Les moteurs diesel, les systèmes de refroidissement, les circuits électriques. Mais surtout, je vais vous apprendre à faire les choses bien. Parce que faire les choses bien, ce n'est pas juste une question de compétence. C'est une question de caractère. Elle sourit et c'était un vrai sourire, lumineux, celui que Théo n'avait jamais vu jusqu'à maintenant. Alors, dit-elle, qui est prêt à apprendre? Tous les étudiants levèrent la main. Épilogue. 2 ans plus tard, un matin de printemps, Inès se tenait sur le quai de Brest face à l'océan. Elle était revenue pour la première fois depuis la mort de son père, revenue sur cette terre qu'elle avait fuie comme une blessure trop profonde pour guérir. Mais aujourd'hui, elle n'était pas seule. Théo était à côté d'elle, et derrière eux, 10 de leurs meilleurs étudiants, venus inaugurer la 2e école Michel Moreau, cette fois dans la ville où tout avait commencé. Inès regardait le chantier naval où son père avait travaillé. Il était toujours là, modernisé, sous nouvelle direction depuis que Duvernay Industries avait fait faillite 2 ans plus tôt, accablé par les scandales et les procès. Une nouvelle entreprise l'avait repris, avec de nouveaux standards de sécurité, de nouvelles pratiques éthiques. Le changement était lent, mais il était réel. « Tu aurais été fier, papa », murmura Inès au vent. « On n'a pas oublié. On ne t'a pas oublié. » Elle sortit de sa poche le carnet dans lequel elle écrivait ses lettres à son père. Elle l'ouvrit à une page vierge, et pour la première fois en 14 ans, elle écrivit quelque chose de différent. « Papa, je ne t'écris plus pour m'excuser. Je ne t'écris plus pour te dire que j'ai échoué. Je t'écris pour te dire que j'ai continué, que j'utilise tout ce que tu m'as appris, que je le transmets à d'autres, comme tu me l'as transmis. Je t'écris pour te dire que ton nom vit, que ton héritage n'est pas la mort mais la vie. Toutes ces vies que nous formons, tous ces jeunes qui apprennent à faire les choses bien, à respecter leur travail, à prendre soin des autres. Je t'écris pour te dire que je vais bien maintenant, que j'ai trouvé un moyen de vivre avec ta perte, pas de l'oublier, jamais, mais de la transformer en quelque chose de beau. Je t'écris pour te dire merci, pour tes mains qui m'ont appris, pour ton amour qui m'a porté, pour ton exemple qui me guide encore. Et je t'écris pour te dire au revoir, pas pour toujours, mais parce que je n'ai plus besoin de ces lettres pour te sentir près de moi. Tu es dans chaque moteur que je répare, dans chaque étudiant que j'enseigne, dans chaque valve que je calibre avec soin. Tu es là, et tu seras toujours là. Je t'aime, papa. Inès. Elle ferma le carnet, le serra contre son cœur un moment, puis elle le rangea, se tourna vers Théo. « On y va ?» demanda-t-elle. « On y va », répondit-il en souriant. Ils entrèrent dans le chantier naval transformé, où les attendèrent des ateliers neufs, des équipements modernes, et une plaque en bronze qui brillait dans la lumière du matin. École Michel Moreau, Brest. Les mains qui construisent aussi l'avenir. Inès posa sa propre main sur la plaque, sentant le métal froid sous ses doigts. Ses mains qui avaient été brisées, qui s'étaient cachées, qui avaient refusé leur don pendant si longtemps. Ses mains qui maintenant construisaient, enseignaient, guérissaient. Ses mains qui se souvenaient. Et dans ce souvenir, il y avait enfin finalement de la paix.